Quelques minutes déjà depuis le début de l'émission. Ce matin, nous allons recevoir un chercheur, un ambassadeur hors pair, qui fait le bonheur en tout cas des centres de recherche étrangers. Alors vous allez savoir pourquoi. Il s'appelle Kamel Youssef Toumi. Rappelez-vous, on vous avait présenté Nordine Melikichi il y a une année, ici sur le plateau de la matinale, il y a quelques années avec Amal Olmi, avec Yezidet Hamadouche. Cette année, cap sur un chercheur hors pair. L'as de la robotique sera avec nous. Il est au MIT, il s'appelle Kamel Youssef Toumi. Et avant de le retrouver sur le plateau, ce que je vous propose, c'est tout simplement ce portrait réalisé par Amal Olmi. Boston, un État situé à l'est de l'Amérique, une région connue par ses nombreuses et prestigieuses universités telles que Harvard ou le Massachusetts Institute of Technology. C'est ici que M. Kamel Youssef Toumi a décidé d'y vivre depuis une vingtaine d'années. Originaire de Qsar el-Boukhari, cet étudiant algérien, inscrit à l'université de Bebzouar en tronc commun de sciences exactes, obtient une bourse de la Sonacom pour poursuivre ses études aux USA. Il enchaîne diplôme sur diplôme, en bravant toutes les difficultés d'adaptation de la langue à l'environnement. Il obtient alors un diplôme en génie mécanique à l'université de Cincinnati, puis un master et un doctorat au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Il se consacre alors à la recherche et travaille sur les 3 O, biotechnologie, nanotechnologie et l'information technologique. Prouvant toutes ses capacités professionnelles, il arrive à se faire une place parmi tous les autres chercheurs et professeurs du MIT sans aucun problème. Je ne parlais pas l'anglais. Les 2 mots que je savais, c'était yes and no, oui et non. Et donc, je devais apprendre à parler l'anglais très rapidement. Donc l'intégration était, je dis, normale parce que la mesure d'une personne ici, c'est de ses capacités, de la contribution de la personne. Les 10 dernières années, c'était plus dans la nanotechnologie et la biotechnologie. Donc, par exemple, peut-être qu'on parlera un peu plus tard sur la séquence du génome, par exemple, la purification des micromolécules comme l'ARN, l'ADN et les protéines. Le MIT est une véritable ville profitant d'une large autonomie, avec 14 bibliothèques et en moyenne 3 brevets d'invention par semaine, 10 000 étudiants en post-graduation. Le MIT a sa propre police, banque et génère 6 milliards de dollars d'investissement par an. La mission de cet institut est d'avancer la connaissance et d'instruire des étudiants en sciences et technologies qui serviront le monde du XXIe siècle. C'est ce qu'œuvre à faire le professeur Kamel Youssef Toumi avec beaucoup de passion. Voici justement l'avis de ses étudiants. Monsieur le professeur Toumi est excellent dans mon opinion. Il est toujours là pour nous, soit au niveau technique, scientifique, s'il y en a des questions de ce genre, il est toujours là pour nous. Et bref, aussi dans le niveau social, il est excellent. Hein. Je n'ai pas rencontré un meilleur prof au MIT. Monsieur Toumi est un excellent professeur. Il est compréhensif et nous aide toujours dans plusieurs domaines, même dans le domaine social. Je pense que c'est un grand professeur. J'ai appris beaucoup de choses avec lui durant ces dernières années. Je pense que nous deviendrons de bons ingénieurs grâce à lui. C'était une très bonne expérience de travailler avec M. Toumi, car il nous a permis d'évoluer dans une bonne ambiance et il nous encourage énormément. À présent, ce professeur en ingénierie mécanique dirige la société Forrester, société de technologie dont il est actionnaire avec son ami et collaborateur M. Kamel Jaffer depuis 5 ans. Et voici ce qu'il en dit. Cela fait presque 7 ou 8 ans que je travaille avec Kamel. Je le trouve très créatif, un ingénieur à l'esprit pratique qui inspire les futurs ingénieurs. Travailler avec lui ne se limite pas à la partie théorique, car Kamel est une personne qui applique ses théories et ses formules dans la vie pratique.
Il focalise ses recherches surtout dans le domaine scientifique qui profite à toute l'humanité. Monsieur Toumi nous a fait la visite de la société et nous a permis de découvrir les dernières nouveautés et avancées technologiques telles que la réalité virtuelle appelée The Cave. Un espace doté de 4 écrans permettant de visualiser et d'interagir avec des objets en 3 dimensions. Cette opération, appelée Immersive, permet aux chercheurs d'analyser et de concevoir dans plusieurs domaines. Dans la conception de nouvelles molécules en médecine, par exemple, d'interagir avec les moteurs en aéronautique, pour les crash tests, la biotechnologie ou l'exploitation du pétrole et du gaz. Une autre salle nous permet de découvrir les superordinateurs avec de grandes capacités permettant de contrôler l'espace, The Cave, et capable d'effectuer des calculs compliqués en un temps record. Chaque personne a une certaine relation avec son pays natal. Et dans mon cas, donc, c'est l'Algérie. Et j'aimerais bien voir que l'Algérie soit un pays non seulement en voie de développement, mais un pays qui est développé et qui est à un niveau international avec une position bien définie. Et donc pour ça, on essaye donc la plupart de mes interventions, bien de communication, ce sont la plupart au niveau du ministère de l'enseignement supérieur ou bien au niveau des universités. En Algérie, on a de bons cadres, on a des jeunes qui veulent faire des choses. Et c'est-à-dire une suggestion, c'est de choisir c'est-à-dire une cible, ou bien de focaliser sur une chose que la personne aime, okay, et on fonce. Voici dans quel domaine baigne notre chercheur algérien au quotidien. Sa passion, c'est d'aller encore plus loin dans la technologie. Son savoir, il le met au service des étudiants du monde entier, puisque grâce à l'université virtuelle, ses cours sont reçus instantanément de par le monde. Cet homme actif est toujours à l'écoute de son pays, puisqu'il vient régulièrement donner des conférences et proposer des projets. Encore un bel exemple de réussite professionnelle à la mode américaine. Voilà, alors c'était votre portrait, vous vous reconnaissez dans ce portrait, il date d'il y a quelques années, c'était Amel Olmi qui s'était déplacé, qui était venu vous voir au Massachusetts. Oui, c'est il y a quelques années de ça. Kamal Youssef Toumi, bienvenue. Je vous remercie infiniment pour m'avoir invité. Merci. Enfin, vous êtes chez nous, j'ai envie de dire. Alors vous faites partie de ces moments dans la carrière d'un journaliste qui, quand il reçoit un Nordin Meikeshi ou un Youssef Kamal Toumi, ça marque un peu le passage d'un cap dans sa carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte de la stature, de la notoriété que vous avez à des milliers de kilomètres en fin de compte? Mais ce que je pense, c'est qu'on est en train d'apprendre chaque jour, on est toujours étudiant et on essaie de faire des choses qui sont utiles pour l'être humain, pour l'humanité. Voilà. Une seule annonce, Kamal Youssef Toumi, annoncée sur Twitter, 125 retweets en moins de 10 minutes. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, bienvenue à vous. Merci. Alors, vous êtes un mélange de pas mal de belles choses. Vous êtes un modèle de réussite déjà pour beaucoup. Vous êtes chercheur, vous êtes installé aux États-Unis, vous êtes au MIT. On a pu suivre votre parcours à travers ce reportage d'Amel Olmi. On va peut-être parler de la robotique. Aujourd'hui, la robotique et sa place dans la société. Alors, vous avez conçu un robot de très haute précision, un robot surnommé Poisson. Qu'est-il devenu, ce fameux robot Poisson? Ces robots-là ont été conçus pour l'exploration et la surveillance dans les océans, bien dans l'eau. Oui. Plus précisément parce que c'était un projet avec le Singapour. Et comme vous savez que le Singapour c'est un petit pays et les eaux qui sont autour de ce pays sont très très importants. Alors si on a des robots qui ressemblent à des poissons et qui se comportent comme un poisson, alors ils peuvent surveiller et monitoring et avoir ces informations de la vie dans l'eau qui est dans un état naturel. Parce que les plantes et les poissons
ont des systèmes capteurs qui sont beaucoup plus développés de ce qu'on peut faire. D'où la complexité de votre projet et du poisson Voilà. qu'il fallait développer. Alors donc, on essaie de voir ou bien d'observer les plantes et les poissons et l'eau pour avoir une idée de ce qui va se passer dans le futur. Oui. Parce que nos capteurs sont très très limités pour le moment. Que sont-ils devenus, ces fameux poissons? Vous êtes toujours sur ces mêmes projets? Ah pour oui, les oui, robots poissons oui, on a de nos chercheurs qui sont aussi au MIT et d'autres au Singapour et on continue à travailler ensemble. Donc ces systèmes, comme d'autres systèmes robotiques qui sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils se déplacent par eux-mêmes, ils communiquent. Ouais. Ils ont un peu d'intelligence pour faire des parcours ou bien des trajectoires bien déterminées. Quelle place aujourd'hui pour la robotique et l'intelligence artificielle dans le quotidien de chacun, du citoyen lambda? Mais la robotique est très très importante, mais dans le domaine de la médecine par exemple, ou bien même dans le quotidien. Alors aujourd'hui on a même des voitures qui sont automatisées et qui roulent par eux-mêmes, bien par elles-mêmes. Donc on peut peut-être penser à l'avenir qu'on aura d'autres systèmes qui sont pareils. Quel est le grand défi où vous êtes mis en tête, celui sur lequel vous travaillez? Quel est l'objectif de votre carrière en réalité par rapport à ce domaine? J'ai un projet qui est financé par des sociétés japonaises, mais qui est dans le domaine de là où on a c'est-à-dire des êtres humains avec des robots qui partagent le même espace et qui travaillent ensemble sans être en danger. Mais une autre manière, c'est-à-dire que ces systèmes qui vont réfléchir presque comme une personne. Ouais. Donc on utilise des méthodes de commande et des méthodes de task allocation, comment on fait l'allocation, on dit, La localisation. des tâches. D'accord. C'est-à-dire qu'on a l'attribution des tâches. La distribution des tâches, Ouais. voilà, mais d'une manière automatique. Et, Ouais. voilà. Donc ça exige non seulement la partie d'observation, système capteur, et aussi le traitement de ces signaux. Les signaux peuvent être des images, des vidéos, d'autres signaux. Et donc tout ça se fait en temps réel pour avoir une synergie entre l'être humain et... Voilà, d'une manière coordonnée. Ouais. Et ça, c'est même dans les industries, par exemple comme Boeing, le constructeur d'avions. Quand ils ont des choses à faire dans ces avions, il y a des aspects où c'est un peu difficile à un être humain de le faire par lui-même, par exemple. Et donc il y a des robots qui aident la personne, bien l'ouvrier, à faire son travail. Alors, Kamel Youssef Toumi, revenons sur la polémique de fin 2014. On parlait de l'intelligence artificielle, un grand chercheur américain qui souffre aujourd'hui d'une maladie très rare, qui l'oblige d'ailleurs à rester sur un fauteuil roulant et qui lui donne beaucoup de difficultés à parler, avait parlé lui, et il avait tiré la sonnette d'alarme. Alors, vous êtes le mieux placé pour répondre à cela, en tout cas pour la partie algérienne. Et il disait, attention, l'intelligence artificielle représente un danger pour l'humanité, et un jour ou l'autre, les robots prendront le dessus sur l'être humain et détruiront la race humaine. Vous en pensez quoi? Ça vous fait sourire? C'est déjà pas mal. Non, parce que je pense que l'être humain, c'est-à-dire parmi toutes les créations, l'être humain est la seule création qui a été distinguée par le mind, l'aql. Ouais. Okay. Et donc, pour créer un robot, on a besoin d'un mind, aql insan, d'une personne qui fait la programmation et qui fait... Donc je pense que oui, on a des robots qui marchent, on a des voitures qui roulent par elles-mêmes, mais la programmation, à ce moment-là, ça se fait par un être humain. Bien sûr qu'on essaie de développer des méthodes pour faire que ces machines agissent
comme un être humain. Mais en fin de compte, je pense que peut-être que il y avait un chercheur qui a décrit une machine. Okay, peut-être que ça va répondre à la question. Il disait que cette machine, qu'elle a été créée, sa vie, son cycle de vie est presque de 100 ans. Elle s'améliore au fur et à mesure, elle se répare elle-même. Et lui, il décrivait l'être humain. Ouais. Okay. Mais je pense que s'il y a possibilité de créer le brain ou bien le mind, okay, dans une machine, mais ça sera un peu difficile. Ce sera compliqué. Un peu Donc compliqué. vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir de l'intelligence artificielle ni pour la race humaine. Non. Alors vous êtes en compagnie d'autres chercheurs, comme cité tout à l'heure, Nordin Melikechi ou encore Oui, Nordin. Maghroub, Oui. et également qui fait partie vous faites partie de cette fameuse fondation algéro-américaine des sciences et de la technologie. Quels sont les projets pilotés par votre association en direction des chercheurs algériens installés aux USA et ceux qui sont installés ici? Oui. Alors c'est une fondation qui a été créée il y a quelques années. Le but de cette fondation, c'est de faire des collaborations et de promouvoir des relations entre les États-Unis et l'Algérie dans le domaine de la culture, la science, la technologie et de l'éducation. Voilà. Alors il y a des équipes dans cette fondation et chaque équipe est dirigée par nos compatriotes. Il y a un groupe, par exemple, dans le domaine médical et du cancer, un autre groupe dans les aspects des tremblements de terre et sismiques, et un autre groupe dans l'éducation. Donc on essaye de faire des relations entre les deux pays et de bénéficier, surtout nos jeunes chercheurs et nos jeunes étudiants. Vous observez un peu de là où vous êtes, du Massachusetts, du MIT particulièrement, parce que c'est quand même MIT, quoi. C'est pas, on parle plus de la France, on parle plus des Pays-Bas, on est vraiment dans ce qu'on appelle aujourd'hui non pas une université, mais plutôt une structure leader mind aujourd'hui dans le monde. Vous dites le MIT, de l'Indonésie en passant par l'Inde, en allant en Australie, en arrivant même à Tamanrasset, on sait ce que c'est. Est-ce qu'aujourd'hui vous observez ce qui se passe en Algérie? Quel est votre regard sur la recherche scientifique, sur la science en Algérie en général, sur les technologies particulièrement? Peut-être que je peux répondre d'une autre manière, c'est que les universités aux États-Unis comme le MIT, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle très très important dans le développement économique du pays. Ouais. Et ça c'est une chose. Alors le MIT, on a à peu près un brevet d'invention tous les jours, ou bien tous les 2 jours. Ils lancent des startups en moyenne peut-être deux par semaine. Donc c'est une machine et qui crée des gens, des leaders. Ouais. Okay. Donc ça c'est la fonction d'une université. Et une université qui n'est pas coupée ou bien isolée de ce qui se passe non seulement aux États-Unis mais aussi dans le monde. Donc ce qu'on pense c'est peut-être de revoir les universités et leur rôle et la liaison entre de ces universités avec leur entourage, l'industrie. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'aspect académique et de recherche, et ça c'est un autre secteur, c'est le secteur industriel. Ouais. Il y a le gouvernement, ou bien l'aspect public. Ouais. Okay. Mais donc le gouvernement qui essaye de faciliter les démarches de ces deux acteurs ou bien acteurs. Pour vous, les technologies, la science sont indispensables, indissociables du développement économique, oui. du développement d'un pays, et la relation entre chercheurs et gouvernants doit être plus qu'étroite. Exactement. Ils sont les trois acteurs travaillent ensemble et ils ont une vision
intégré. Intégré. Voilà, En 87, vous étiez élu par la Fondation nationale de la science meilleur jeune investisseur aux USA. Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui aux jeunes qui nous regardent, aux jeunes scientifiques, aux jeunes chercheurs? Aux jeunes chercheurs plutôt. Meilleur chercheur aux USA. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous regardent ce matin? Je dis toujours qu'en Algérie, qu'on a de très bons étudiants, on a de très bons chercheurs. Premièrement, que la personne ne désespère pas, on dit ça, Ouais. do not despair. Et une deuxième chose, peut-être qu'il vise high. Toujours regarder au loin, toujours avoir de grands objectifs. De grands objectifs. Je pense que je dis une fois que le grand mathématicien français Pierre-Simon de Laplace, Ouais. qui a été nommé par Napoléon, je pense que c'était ministre de l'Intérieur ou quelque chose comme ça. Mais après peut-être 6 semaines, Napoléon l'a licencié. Alors ils ont demandé à Napoléon qu'est-ce qui se passe. Alors il a dit que Laplace a ramené l'esprit de l'infiniment petit au gouvernement français. C'est-à-dire que Napoléon vise les choses d'une manière très très grande. Et Laplace, un grand mathématicien, mais il ne voyait pas les choses de la même manière. Donc, Ce qui est étonnant, pourtant vous dites que le scientifique aujourd'hui doit avoir l'esprit ouvert, doit avoir l'ambition grande, aussi grande que l'océan. Ah oui, Et on doit avoir un environnement qui nous aide à réfléchir et aussi avoir le monde, une bonne vision du monde. Et l'autre chose, c'est qu'ils essayent d'être à jour, parce qu'aujourd'hui, on a les technologies, les développements qui se passent très très rapidement, avec une vitesse qui est assez importante. Et donc, on ne peut plus rester en marge en fin de compte, ce qui se passe en donc, je peux être relevant, pertinent aujourd'hui. Ouais. Et demain, je serai... has-been. Has-been, exactly. On le dit, rassurez-vous. Même chez nous, on le dit. C'est chronique chez nous. Alors, vous êtes de Médéa. De Ras Al Bukhari. Ras Al Bukhari, pour être plus précis. Oui. Vous vous rappelez de votre départ aux États-Unis? C'était le 15 juin 1975. Oh mon Dieu. Ouais. Vous vous rappelez du dernier mot que vous avez dit avant de monter dans l'avion? C'était qui vous avez accompagné? À mes frères. Et quel était votre message? Vous pensiez revenir un jour ou vous pensez vraiment... Oui. Je pense que dans notre petit groupe, on était à peu près 11 étudiants. Ouais. Je pense que j'étais le dernier à penser à rester aux États-Unis. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est... Non, dans mon esprit, c'était que je termine le diplôme d'ingénieur et je reviens parce que je devais rentrer et travailler avec la Sonacom. C'est la raison pour laquelle vous disiez en début d'interview, on n'a pas fini d'étudier, on apprend tous les jours. Ah oui. C'est que pour vous, peut-être aujourd'hui, en fin de compte, 40 ans après, vos études ne sont pas finies au MIT? Non. Et je pense que ça ne terminera jamais. Jamais. Parce que quand on reçoit cette comme une fin, Oui. la fin, c'est pas le end, mais hungry. La fin, c'est pas... C'est avoir faim. D'accord. Okay, dans le domaine de la discovery. D'accord. Et d'avoir de nouvelles choses chaque jour. Il faut toujours avoir soif de connaissances, de savoir. Voilà. Et être au MIT avec des gens qui sont... C'est un grand privilège d'être avec ces gens-là. Les étudiants sont choisis un par un du monde entier. Ouais. Il y a les grands professeurs. Et vous pouvez appeler peut-être avec deux coups de fil et vous parlez le grand expert dans un domaine. Donc c'est une université qui est distinguée. Il faudrait juste rappeler que, vous le dites, vous êtes de Ras Al Bukhari et on voulait rendre hommage aussi à cette région, un foyer des sciences, de la culture aussi, avec... c'est la ville de l'encyclopédiste Ben Chenab, du céramiste Boumehdi et du grand scénographe du Royal Shakespeare Company Abdelhak Ader Farah et bien d'autres figures d'ailleurs qui ont marqué cette ville.
Quand vous appelez dans le Din Melekishi, vous parlez en arabe pour brouiller les pistes? On parle en arabe. On combine... Là, la nasal, le dieu Maïti. Oui, on combine l'arabe, l'anglais, le français. En tout cas, c'était un honneur que de vous recevoir. Merci beaucoup. Je sais que vous reprenez l'avion dès demain matin. Oui. Destination les États-Unis. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite, beaucoup de belles choses. Merci de nous avoir honoré de votre présence. Non, merci beaucoup de m'avoir invité le grand encouragement à nos étudiants et à nos jeunes chercheurs. En tout cas, merci encore. Oui. Vous reviendrez un jour, vous installer à Arsal Bukhari? Oui, donc non. C'est possible. Oui. Tout est possible. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci encore. Bonjour. Alors, sur la photo de Twitter, oui, parce que chez nous, il y a une tradition, c'est nous qui tweetons. Nous, on est community manager, on est présentateurs, on est journalistes. On va faire la photo de Twitter. Et hop, comme ça a été fait avec Monsieur Melekishi, comme ça va être fait avec vous. Sourire. Il s'appelle Kamel Youssef Toumi, il est enseignant-chercheur au MIT, il était notre invité ce matin et je vous souhaite en tout cas bon séjour chez vous et vous revenez quand vous voulez ici à Cannes. Merci beaucoup et le grand succès pour l'Algérie et le peuple algérien. Merci encore. Merci. Allez, nous, on poursuit dans quelques instants l'équipe du dimanche avec Myriam Moussaïd qui sera